Alors je vais maintenant conclure mon propos avec les quelques points clés que j'appellerais d'un non-échec qui constituerait les bases pour aller plus loin. Il faut que l'objectif 2 degrés figure et soit affiché dans l'accord. L'adjectif, on verra. Obligatoire, c'est impensable. Imposé non plus. Très souhaitable, peut-être. Mais il faut absolument qu'il soit là parce qu'on a compris que c'est un impératif. C'est un impératif. Le deuxième impératif aussi, c'est de pouvoir afficher un horizon souhaitable du zéro émission en 2100. Donc il faut pouvoir indiquer ce cadre global. Indiquer. Ce serait bien que les pays riches, globalement, puissent l'afficher dès 2060, parce que c'est possible pour eux. Nous avons les moyens technologiquement d'être dans une économie décarbonée en 2060. Alors les mécanismes de révision, les États-Unis sont assez ambitieux. Ils sont OK pour des mécanismes de révision tous les 5 ans. Bon. L'Union européenne tous les 10 ans. Bon. La Chine, pas. Ce sera un des vrais sujets. Comment la faire bouger là-dessus? En tout cas, si la Chine n'accepte pas l'idée de mécanismes de révision, on peut considérer que l'accord ne vaut pas grand-chose. L'intérêt de ces mécanismes de révision, c'est qu'ils permettent de tenir compte de la réalité de la situation des pays. Parce qu'on peut entre nous dire il n'y a qu'à Faucon, mais voilà, il y a des réalités. L'Inde, la Chine, on a compris que ce n'est pas pareil. Il faut qu'on puisse avancer. Le troisième mécanisme qui a été évoqué par certains, ce serait de... Bon, la Chine, vous voyez, ils ne vont pas être d'accord là-dessus. Mais un mécanisme qui pourrait ressembler à une sorte de Cour des comptes climatique international, qui n'ait aucun pouvoir, mais qui puisse avoir les moyens de sortir un rapport très précis, pays par pays, sur les engagements, sur ce qui a été fait, sur les obstacles éventuels qui ont pu être mis en place. L'idée est de pouvoir faire un suivi précis, alors sans aucun pouvoir sur les États. Ça pourrait être un outil extrêmement intéressant pour qui? Pour l'opinion publique internationale, pour permettre aux opinions publiques internationales de mettre la pression sur leurs propres États, pour alimenter le débat politique à l'intérieur des États, et pourquoi pas, on peut imaginer que dans des pays qui coopèrent comme l'Union européenne, dire qu'un pays qui bénéficie de la coopération des autres, il n'en bénéficie plus parce qu'il ne joue plus le jeu. Mais on n'est plus dans la contrainte automatique, réglementaire, juridique. Une Cour des comptes. Les transferts financiers, c'est la clé du problème, on l'a vu, pour que les pays les moins avancés signent quelque chose. Ici, il y a ce fameux fonds d'adaptation, les fameux 100 millions de dollars par an. C'est du 100% public. Aujourd'hui, il n'y a pas l'argent public pour ça. Alors aujourd'hui, les pays industrialisés ne veulent pas, à ce niveau-là. Alors la France a imaginé un compromis qui consisterait à dire on pourrait comptabiliser dans les 100 millions l'argent public plus l'argent privé qui aurait été déclenché par l'argent public dans ce qu'on appelle les cofinancements. On pourrait se rapprocher doucement de la barre des 100 millions par an, 100 milliards, pardon, qui permettrait aux pays du Sud, aux PMA de signer. C'est subtil, mais si ça c'est dans l'accord, ça peut déboucher. Le fonds de la transition énergétique, le transfert des technologies vertes, là, on est à 1000 milliards par an. Ça peut être que du privé, par définition. Et donc ces 1000 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les investissements privés qui étaient autrefois dans les énergies sales s'orientent dans les énergies propres. Alors, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international peut jouer un rôle intéressant, mais il faut surtout que ces privés se réorientent. Alors, ça peut être par le jeu des subventions, ça peut être par le jeu du prix du carbone,
Ça peut être par la baisse des réserves obligatoires des banques qui financent dans les pays en question. On peut rentrer, c'est un peu technique, mais on peut en discuter. Bref, il y a des outils réglementaires qui peuvent inciter les privés à rentrer dans cette logique. Le prix plancher minimum du carbone, ben ici, ce n'est pas impossible, hein. On constate que les pays qui ont mis en place ce marché du carbone, notamment un certain nombre de pays industrialisés et la Chine, ne sont pas opposés. Ils ne sont pas opposés, mais puisqu'ils ont fait un marché. Donc, c'est jouable. Mais il faudrait cesser les subventions aux énergies fossiles. Alors aujourd'hui, les subventions aux énergies fossiles, c'est 100 milliards par an pour les producteurs et 400 milliards par an pour les consommateurs. Quand vous achetez une voiture diesel propre, vous bénéficiez de subventions de l'État pour des moteurs diesel. Donc ici, l'accord devrait interdire ce type de subventions, qui sont anti-écologiques, vous l'avez compris, mais qui sont aussi anti-égalitaires, puisqu'en fait, comme les riches consomment plus, ils bénéficient de plus de subventions indirectes aux énergies sales. J'y arrive. La taxation des transactions financières, bon nombre d'experts aujourd'hui pensent que c'est la seule solution pour trouver l'argent public pour aider le Sud. Pourquoi ? Parce qu'il y a un consensus quand même de plus en plus large au niveau mondial. Les dérèglements boursiers et financiers, on a vu ce que ça donne en 2008. Donc taxer la finance internationale, on s'y rapproche. C'était quand même une promesse de Copenhague, lapsus. C'était repris par la Commission européenne. Mais bon, on est très très loin du compte aujourd'hui. Je ne pense pas que la Chine soit opposée. Les États-Unis, il faudra encore les convaincre. Transférer les technologies vertes. On peut faire un parallèle. En 1961, Kennedy aux États-Unis avait décrété ce qu'on appelle l'objectif Lune. Et il avait mobilisé absolument toute l'industrie américaine pour permettre à un être humain de marcher sur la Lune. On pourrait rêver aujourd'hui que les dirigeants de la planète disent aujourd'hui objectif climat et que les multinationales coopèrent à 100% sur cet objectif climat, au lieu d'aujourd'hui, vous le comprenez très bien, de breveter et d'empêcher la circulation de la technologie. Et puis on pourrait aussi imaginer la même coopération pour diffuser la technologie. On fait le parallèle avec, ça marchait, hein, avec le sida. Les industries qui ont développé des traitements pour le sida ont joué un rôle extrêmement important, laboratoires privés. Aujourd'hui dans le monde, les populations les plus pauvres peuvent bénéficier de ces génériques. Donc rien n'est perdu, il y a des choses très techniques qui peuvent ressortir de cet accord. On pourrait aussi mettre à contribution le secteur aérien. C'est le seul qui ne soit pas taxé aujourd'hui. Certains disent qu'on pourrait faire un lien, un fonds de protection des forêts, puisqu'aujourd'hui c'est plus rentable de couper une forêt que de la maintenir ou que de la planter. Donc on pourrait aujourd'hui faire en sorte d'avoir un système de protection de la forêt, notamment amazonienne, et financé par une taxation sur les avions. Idem pour l'investissement dans les terres dégradées. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'hectares de terres dégradées dans le monde. Ce chiffre augmente de 12% par an. La Convention pour les Nations Unies demande aujourd'hui qu'on lutte contre la désertification. Les terres agricoles, la production agricole, c'est un puits de carbone. On ferait d'une pierre trois coups, le climat, la nourriture des humains. Il faudra nourrir quand même 9 milliards d'habitants en 2050. Et puis la lutte contre la pauvreté. Dernier point, la commande publique. L'accord pourrait mentionner clairement le rôle des collectivités publiques dans leurs investissements pour orienter intelligemment les financements. Je pense ici au grand contournement ouest de Strasbourg, je pense ici à Notre-Dame-des-Landes et autres investissements qui ne vont pas forcément dans l'économie décarbonée. Conclusion, il y a des équilibres subtils, c'est même pas très bien parti, mais je crois que dans cette question-là, il y a la question de la justice sociale
qui nous est posée, celle de nos modes de vie, je vais très vite, ça permettra d'engager le débat, justice sociale, celle donc de nos modes de vie, celle de l'illusion technologique. J'ai beaucoup parlé de technologie, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, hein. On sait que l'effet rebond affaiblit énormément les progrès qu'on peut espérer de la technologie. On en parlera peut-être après, hein, sur l'effet rebond, pour ne pas être trop long. Et puis il y a les lobbies, j'en ai pas parlé, hein, mais le lobby bancaire bloque tout ce qui concerne la taxation de la finance, les lobbies des transporteurs, les lobbies industriels. Mon expérience de sénateur montre qu'on a quelques difficultés à les mettre à leur juste place. Il en résulte quelque chose d'essentiel, c'est que la société civile, vous et moi aujourd'hui, nous avons un rôle vital. Je dis bien vital dans cette affaire-là, quels que soient les résultats de la conférence. Vital parce que c'est sur nous que passera ou pas une révolution culturelle nécessaire. C'est-à-dire la sortie de la civilisation d'hyperconsommation, qui ne rend pas les gens heureux, qui bousille la société, qui bousille la planète. Tout le monde a entendu parler, hein, la simplicité volontaire, la sobriété heureuse, les biens plutôt que les liens. Ben, tout ça, c'est du culturel, et nous avons un rôle vital dans cette affaire-là. L'innovation sociétale, je vois les copains d'Alternativa là, oui, l'innovation sociétale, c'est faire en sorte que les territoires vivent différemment aujourd'hui sans attendre que ça se passe. Mais aussi pour faire pression sur les élus, parce que si on reste entre nous, ça ne suffit pas. Les deux bouts. Donc la société civile qui innove et qui fait pression. Et puis, les événements viennent nous montrer sur Paris, la société civile peut-être aussi pour préparer plus largement à des lendemains très difficiles, puisqu'on n'est peut-être pas à la fin, c'est un euphémisme, des difficultés tout simplement politiques, sociétales au regard des événements tels qu'ils se durcissent. En tout cas, moi je ne voudrais surtout pas qu'au nom de l'état d'urgence, on oublie l'urgence climatique. Merci de votre attention.